Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission. Un homme, un concept. Comme je l'ai toujours dit dans cette émission, nous essayons d'analyser froidement, calmement l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et pour la semaine qui est en train de se terminer, l'actualité a tourné autour de ce duel fratricide au sein du FCC, s'agissant de la candidature au perchoir du Sénat d'un tout nouveau président à la Chambre haute du Parlement, en remplacement bien entendu, pas en remplacement par rapport à cette nouvelle législature. J'ai parlé de duel fratricide entre Tambo Mamba et Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les violents ne s'accordent-ils pas? Allons-nous vers une scission du FCC? Est-ce que l'autorité morale de cette plateforme a encore sa main mise sur les troupes ou sur ces gens? Autant de questions que nous allons essayer de parler. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir justement un analyste. Il s'agit de monsieur Pierre-Louis Bondoko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Vous êtes expert en analyse de situation et d'études stratégiques, mais également président de l'Observatoire panafricain pour l'initiative et le développement. Déjà, commencez par nous expliquer en quoi consiste l'analyse de situation. Donc voilà, merci beaucoup, madame, pour votre question. Chose qui me permet d'apporter la lumière sur ce que nous faisons. Lorsque nous parlons des analyses de situation, cela est à juste titre dans la mesure où les sociétés sont organisées de manière à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Et chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent, chacun essaie de comprendre la chose et en vue de trouver des solutions à ces problèmes-là. Nous, à notre niveau, ce que nous faisons, nous analysons les situations qui se présentent dans les différentes sociétés afin de présenter la chose de la meilleure manière possible pour permettre à ce qu'on puisse adopter des stratégies qui permettent de résoudre les problèmes qui se posent pour la société. Et le temps de ces analyses-là, c'est juste sur le plan politique ou toute la société Non, nous ne nous limitons pas seulement à la politique. D'ailleurs, la politique n'est pas notre cheval de bataille parce que nous, à l'Observatoire panafricain pour l'initiative et le développement, nous nous sommes donnés pour mission de faire la promotion des valeurs positives. Et c'est ce qui fait que, étant donné qu'il y a des valeurs à défendre dans la plupart des secteurs, dans tous les secteurs, nous disons que nous sommes dans tous les secteurs en train de regarder en tant qu'observatoire pour apporter notre contribution. Et vous faites également des propositions quand même, parce qu'il ne suffit pas d'analyser. Non, il nous arrive très souvent de le faire. C'est comme nous vous disions tout à l'heure, notre mission est celui de promouvoir les valeurs positives pour l'émergence de l'Afrique. En parlant des valeurs positives, on est en train de sortir d'un cycle électoral assez controversé où on a trop parlé de corruption. Comment analysez-vous cela et quelles sont les pistes de solutions que vous avez essayé de mettre en place justement pour qu'on puisse valoriser ou mettre en exergue les valeurs positives ici au pays? Vous êtes bien rendu compte, comme avec moi, que ce processus électoral qui a commencé depuis un certain moment avance positivement. Nous venons de connaître la toute première alternance démocratique au sommet de l'État, chose que le Congo, depuis son accession à l'indépendance, n'avait pas connue. Donc nous pouvons dire que nous avançons positivement vers l'objectif que nous nous sommes fixés, de voir s'instaurer effectivement un état de droit en République démocratique du Congo. Les institutions sont mises en place. Maintenant, nous attendons qu'on puisse installer définitivement le bureau du Sénat pour voir, et puis, il ne faut pas oublier l'organisation des élections locales que nous attendons, que nous appelons tous de nos voeux. Donc, le processus électoral en République démocratique du Congo avance très bien. Nous avons un nouveau président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'investit pour que le pays puisse avancer convenablement.
C'est une situation, à notre humble avis, qui est très positive et nous pensons qu'il est de notre devoir que nous puissions nous contribuer à la promotion de ces valeurs positives. Donc tous les détails qui ont caractérisé ce processus, donc quand on parlait de corruption, de trucs, doivent être minimisés et beaucoup plus valorisés. C'est acquis essentiel, à savoir l'alternance, la passation pacifique et civilisée du pouvoir, surtout à la tête de l'État. Dans toute entreprise, il y a toujours des points noirs. Et très souvent, les points noirs font que la situation puisse être plus ou moins compliquée des fois pour qu'on puisse obtenir les résultats. Mais en ce qui nous concerne, nous disons, le président de la République l'a dit, je l'ai suivi dans son dernier message à la nation, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, qu'il s'investissait à la lutte contre la corruption, les détournements, tout ce qui englobe tous ces mots dont vous venez de faire allusion maintenant. Nous pensons que nous ne devons pas oublier que nous devons mettre un terme à tous ces points-là, mais nous pensons que nous devons capitaliser les points positifs pour que nous puissions avancer. Sinon, nous risquons de faire du surplace et de ne pas atteindre les objectifs que nous souhaitons. On a eu l'élection présidentielle, on a eu les législatives provinciales et locales, les assemblées provinciales s'y sont installées. Il ne reste plus qu'une seule institution qui tarde à se mettre en place. C'est le Sénat. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on va analyser la situation politique, même si vous êtes analyste de tout ce qui se passe, de tous les faits de société. Parlons un peu politique, parlons du Sénat. On a vu que contrairement aux autres institutions, le Sénat tarde à se mettre en place quand même. Oui, vous n'avez pas tort, madame, parce que lorsque vous essayez d'observer, vous vous rendez compte que le Sénat prend un peu plus de temps que les autres institutions. Cela est dû aussi en partie du fait que les sénateurs ont été élus au second degré. Hein, ils ont été élus par les grands électeurs. Quand on a organisé le processus, on a organisé l'élection présidentielle, on a organisé l'élection des députés provinciaux, il fallait attendre tout ça pour qu'on puisse élire les sénateurs et les trucs. Ajouter à cela le processus provisoire qui a été mis en place pour qu'on puisse aboutir. Maintenant que le processus provisoire est arrivé à son terme, maintenant, très bientôt là, on va assister à l'élection du président du Sénat, chose qui pourra, non seulement celui du président du Sénat, tous les membres du Sénat, et je crois que, et puis après on va installer les gens à la tête des commissions, et je crois qu'en ce moment-là, nous aurons un Sénat complet, fonctionnel, et c'est ça un peu de moi. Donc c'est un peu ça, on va parler vraiment de ce Sénat-là, parce qu'on assiste, comme je l'ai dit, tout au début de cette émission, à ce duel fratricide, à l'approche justement de ces élections, à l'aperchoir du Sénat. On voit on pensait avoir deux camps qui allaient s'affronter, non? On voit que c'est deux personnalités d'une même famille qui sont en passe de s'affronter. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pensez de cette situation où d'un côté, on a le FCC, en fait, on a Tambo Mamba pour le compte du FCC, et Bahati qui est du FCC, mais qui veut également devenir président. Le FCC ne nous a pas habitués à ça. Hein? Oui, madame. Nous assistons à une situation assez paradoxale. On a d'une part un candidat à la tête du Sénat qui a été désigné par sa famille politique. Et d'autre part, il y a encore un autre candidat qui se présente à l'élection contre le candidat de sa propre famille politique. C'est une situation à laquelle les Congolais ne sont pas habitués. Mais certains disent surtout que... venant du FCC, hein. FCC, la parole de l'autorité morale et est une parole d'évangile, on dit Amen. Hein. Bon, les autres disent quand même que nous sommes en train de en démocratie et que nous devons faire prévaloir ces valeurs de démocratie qui pourront aider le pays et aider les regroupements, les familles politiques à aller de l'avant. C'est ce qu'affirment les uns. Mais il y a un problème ici, moi je me dis, vous voyez, le Sénat est une institution importante du pays. Donc la personne qui sera désignée pour conduire ce Sénat-là,
il aura la responsabilité de conforter le fonctionnement, le positionnement, excusez-moi le terme, le positionnement et le rôle du Sénat parmi les institutions de la République. Il devra aussi asseoir le contrôle de l'action gouvernementale. Donc il faudrait que vraiment les sénateurs puissent bien réfléchir avant de se choisir un président. Mais lorsque nous observons aussi, nous nous rendons bien compte que le FCC a la majorité au niveau du Sénat. Bon, une question se pose maintenant. Le FCC qui est majoritaire désigne Alexis Thambwe Mwamba et il y a M. Bahati aussi qui se dit je me présente aussi comme candidat. Mais je me pose des questions comme tout le monde, je me dis entre les deux, qui a vraiment la chance de remporter cette bataille. Ben oui, entre les deux, ils ont tellement des qualités, il ne faut pas qu'on se leurre, on parle de deux poids lourds quand même de la sphère politique congolaise qui ont toutes deux des compétences et qui sont... Voilà quoi. Voilà. Qui entre les deux est plus méritant selon vous? Madame, lorsque le ciel s'obscurcit, nous disons qu'il va pleuvoir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous observez ce Sénat-là, la manière dont le Sénat est composé en termes de représentativité, vous vous rendez, je me répète, je sens que je suis d'ailleurs en train de me répéter pour que les autres, les uns et les autres puissent comprendre convenablement. Vous voyez que le FCC qui a désigné Alexis Thambwe Mwamba est majoritaire. Je me demande maintenant, Alexis Thambwe Mwamba que nous connaissons tous, il n'est plus à présenter. J'estime qu'il n'est plus à présenter. Comme Bahati aussi. Oui, comme Bahati, mais il y a un accent particulier qui est quand même mis sur le candidat qui a Alexis Thambwe Mwamba. Et j'observe qu'il bénéficie jusque-là du soutien de la plupart des membres du FCC, des sénateurs. Et d'autre part, il y a Bahati qui est presque rejeté par ses propres membres, au-delà du fait qu'il a du soutien parmi les gens du FDC et alliés. Mais il y a quand même des élus qui viennent de le désavouer. Déjà sur la balance psychologique, ça commence à poser problème pour lui. On a l'impression que tout n'est pas à son avantage. Alexis Thambwe Mwamba a un parcours extraordinaire que si je me mettais à me répéter ici, les 30 minutes ne suffiront pas pour expliquer tout ça. Aussi. Bahati c'est aussi pareil. Mais n'oubliez pas une chose, madame. Le président du Sénat, c'est quelque chose que je ne devrais pas dire ici, mais je suis obligé de le dire. Vous savez pourquoi? Le président du Sénat, c'est quelqu'un qui est censé, en cas de problème, succéder au président de la République. Alors j'estime que dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est très structuré pour pouvoir... Parce que, pourquoi je me dis ceci? Le Congo, après ce processus électoral, avec l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, l'on se rend compte que le Congo est en train de prendre son envol. Il ne faudra pas qu'à un certain moment, qu'on arrive à cette éventualité que nous ne le souhaitons pas, que lorsqu'on arrive à cette éventualité, on soit amené à reculer dans ce processus qui nous permet d'aller de l'avant. C'est pour cela que nous disons qu'il est très important que nous puissions faire la part des choses. Et j'estime que Bahati est en face d'un sérieux problème qui pourront à la longue l'envoyer dans un autre camp politique que celui du FCC. Parce que là, il donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas contrôlable. Hein, c'est un incontrôlable. Mais est-ce que ce ne sont pas des signes des fissures déjà, ou comme je le disais, des fissures au sein du FCC, et que voilà, l'autorité morale, l'ancien président n'a plus la main mise sur ses troupes? Ça devient inquiétant quand même pour cette plateforme que vous avez. Madame, ce que vous êtes en train de dire là n'est pas à négliger. Hein? Mais nous disons que le FCC, en constatant ce genre de situation, devrait faire la part de choses et d'essayer de voir s'il faut même le FCC puisse se restructurer pour qu'on n'aboutisse plus à ce genre de situation. Nous avons remarqué sous d'autres cieux, il existe des préliminaires.
des préliminaires pour permettre que tout le monde adhère au choix que les uns et les autres feront pour que leur parti soit toujours gagnant et qu'ils puissent consolider leur situation. Il faut dire également, à leur niveau, ils se disent qu'ils ont organisé le préliminaire, dans ce sens qu'il y a eu une réunion avec les chefs des différents regroupements et qui, par la suite, il y a eu délibération de l'autorité morale. Et voilà, certains n'arrivent pas à s'expliquer cela quand même, qu'il y ait deux candidats de la même famille politique. Peut-être qu'il faudrait mieux élaborer cela, comme vous venez de le dire quand même. Oui, effectivement, madame, parce que vous savez, dans les organisations à travers le monde, il y a toujours eu ce que j'appelle très souvent, je préfère nommer ça les points noirs, mais si nous devons nous attarder très longtemps sur ces points noirs, finalement on a l'impression qu'on n'avance plus, on passe son temps à énumérer ou à égrener les problèmes, on oublie de voir ce qui peut nous amener de l'avant. Et c'est comme ça qu'à ce niveau, je leur dis qu'ils doivent s'asseoir. Il faut s'arrêter un moment, s'asseoir et pouvoir réfléchir ensemble quels sont les meilleurs moyens qui nous permettront d'aller de l'avant. On vous entend parler, selon vous, le meilleur candidat pour occuper, en tout cas la meilleure personne qui a le bon profil pour être prochain président du Sénat, c'est Alexis Thambwe Mwamba, mais d'aucuns disent encore un du PPRD. Le PPRD qui veut tout rafler. Il est déjà à l'Assemblée nationale, il a déjà un grand nombre de députés, il est dans plusieurs assemblées provinciales. Encore un, mais que fait-on des alliés du FCC? C'est comme s'il n'y en avait que pour le PPRD. En tant qu'observateur des rôles, je ne dirais pas que Thambwe Mwamba est vraiment PPRD. C'est comme j'ai dit, si nous nous attardons à ce genre de considération, nous risquons de ne pas aller de l'avant. Je dis, M. Alexis Thambwe Mwamba reste un homme de principe et il a toujours promu et défendu des valeurs positives. Alors, dès lors que vous prenez ça en compte, vous allez vous comprendre pourquoi il devrait être à la tête du Sénat. Parce que le travail, comme je le disais au début de notre entretien, le travail est très dur. Parce qu'il s'agit là de continuer à conforter le positionnement et le rôle du Sénat parmi les institutions de la République, asseoir le contrôle de l'action gouvernementale au niveau du Sénat. Et vous savez que le Sénat, en tant que représentant des provinces, ils doivent arriver à assurer l'effectivité et la mise en œuvre de la caisse de péréquation au profit des provinces, ce qui permettra, vous connaissez les problèmes qui se posent à nos différentes provinces. Il faut une caisse de péréquation qui est prévue par la Constitution de la République pour permettre à toutes ces provinces-là d'aller de l'avant. Et étant donné que le Sénat doit rester une institution de référence où l'approfondissement du travail parlementaire devra être de mise, nous pensons qu'il faut que les sénateurs, je ne suis pas en train de faire la propagande d'Alexis Thambwe Mwamba, mais je dis à mon humble avis que la personne indiquée pour mener tout ce travail, c'est Maître Alexis Thambwe Mwamba. Est-ce que selon vous, parce que certains se disent que ce sont les mêmes têtes, ce sont les mêmes qui reviennent, que ce soit Alexis Thambwe Mwamba, que ce soit Bahati, ce sont les mêmes qui reviennent. Est-ce qu'au niveau du FCC, ils ne pouvaient pas trouver mieux quand même? Si. Il y a dans quand je dis mieux, ce n'est pas parce que les autres sont moindres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre que ces têtes qu'on connaît déjà, qu'on a vu exercer depuis des années et des années. Est-ce que pour le Sénat, on ne pouvait peut-être pas donner à ce peuple, à cette population? Voilà, vous en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis sur ce cas, je pense qu'il y a un problème d'ambition. Le vrai problème, c'est le problème des ambitions. Les uns pensent qu'ils ne sont pas encore préparés à assumer ce genre de responsabilités. D'autres se disent, nous avons l'expérience pour assurer ces responsabilités. C'est pour cela que nous, en mon humble avis, parce que je préfère procéder de cette manière-là, c'est ce qui me permet de rester froid et de comprendre les situations. Mais il est aussi vrai et important que les jeunes puissent s'assumer, qu'on puisse, à la longue, en avançant,
voir des nouvelles têtes et de voir des personnes qui sont convaincues que leur rapport pourra faire avancer la République démocratique du Congo. Et aussi peut-être l'image que certains ont du Sénat, c'est-à-dire c'est une chambre où il faut qu'il y ait juste des vieux, des gens qui ont l'expérience. C'est aussi ça qui fait... C'est très important. J'ai parlé de l'approfondissement du travail au niveau du Sénat. C'est pour cela qu'il faut beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'expérience partout à travers le monde. Par rapport à l'Assemblée, hein, où... Bon, écoutez, l'Assemblée, ce sont des élus du peuple. Et vous savez, quand le peuple ou la population va voter, ils ne votent pas toujours la meilleure personne. C'est parce que c'est un problème qui relève très souvent du domaine de l'émotion. Vous savez ce que cela veut dire? Ça relève du domaine de l'émotion et on arrive très souvent à ne pas voter les personnes qui ont soit de l'expérience ou des capacités qui pourront permettre de faire avancer les débats. Mais une chose est vraie, étant donné qu'ils sont élus par la population, nous leur devons du respect et eux, à leur tour, ils doivent s'assumer comme il se doit. Alors revenons quand même sur ces deux candidats et non de moindre au niveau du FCC par rapport à la présidence du Sénat. Si vous, en tant qu'analyste, on vous demandait de faire un parallélisme, vous avez parlé d'Alexis Tambomba comme un homme de principe, mais faisons un peu un tableau. Là, on dit Alexis Tambomba ici, Bahati ici. Quels sont les points positifs, négatifs des uns et des autres, d'après vous? Madame, parce que vous avez eu à observer quand même... À analyser très souvent les situations, hein, vous vous rendez compte qu'avec le temps, il n'y a pas de hasard. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de hasard. Tenez, je vais vous faire une confidence. L'actuel Premier ministre de la République qui vient d'être nommé, son Excellence Ilunga Nkamba, est un ancien directeur général de la SNCZ. Tenez, M. Alexis Tambomba est aussi un ancien DG de la SNCZ. Vous ne trouvez? Je dis, il n'y a pas d'hasard. Vous dites qu'il y a coïncidence, mais vous êtes convaincu avec moi, vous allez vous rendre compte avec le temps. Et cela, c'est comme ça que je me pose une question. Est-ce que ça, c'est le signe prémonitoire qui fera d'Alexis Tambomba président du Sénat? La question reste posée. En répondant à cette question, vous dites que coïncidence. Mais je dis à regarder les deux candidats, il devrait arriver à un moment, vous savez, en politique, j'ai vu ça très souvent, lorsqu'il y a de fortes personnalités qui sont obligées à aller en bataille comme ça, l'échec de l'un a toujours été cuisant. Ah oui, quand vous avez deux fortes personnalités qui se rangent en bataille, en ordre de bataille, l'échec de l'un est toujours cuisant. Alors, très souvent... Ça peut aboutir à la fin de sa carrière politique. Oui, aussi. Très souvent, parce que même monsieur, j'ai appris hier, sur une rumeur, que M. Bahati lui-même aurait dit, je parle au conditionnel, que s'il perd face à Alexis Tambomba, il arrête sa carrière politique. Coïncidence. Ça nous fait passer à certains politiques. Hein, non, madame, je dis ceci. Vous direz coïncidence. Voilà encore deux éléments qui font qu'on a presque des signaux qui nous disent qu'on va aboutir à ce résultat. Mais en tant qu'expert observateur, je suis, tout en gardant mon indépendance vis-à-vis de toutes ces personnalités, je me dis que la balance pèse plutôt du côté fortement alors, du côté de Alexis Tambomba. C'est que je crains ici que l'échec de Bahati soit très puissant et qu'il fasse qu'il puisse arrêter sa carrière. Il y a toujours une dynamique de la salle qui peut faire basculer les choses, donc ne vendez pas la peau de l'ours. Il y a toujours, qui sait. Vous êtes en train de vous référer à la victoire de M. Kingo Adondo. Non, le spectre de 2008, 2007 plane encore. Hein. Non, madame, nous ne trouvons pas dans les mêmes situations. C'est un travail que je fais toujours. L'analyse des situations. Et lorsque vous observez très bien, nous arrivons en 2006. Il y avait une dynamique qui avait permis
aux anciens moboutistes, pour ne pas parler des kenguistes, qui étaient majoritaires au niveau du Sénat. Et chez Okitundu, qui était revenu avec la nouvelle révolution qui s'était opérée sur la République, qui avait mis à mal les moboutistes, donc avait créé dans la tête des moboutistes une situation qui a fait que lorsqu'il s'agit, ils ont été amenés à élire, à choisir entre M. Léon Kingo Adondo et Chez Okitundu, ils se sont dit, voilà une occasion pour nous, une part belle pour nous, de rendre la monnaie de sa pièce à ces membres de la nouvelle révolution qui étaient venus nous mettre mal à l'aise. C'est pour cela qu'ils ont porté, ils ont tous décidé de porter leur choix sur Kingo Adondo. Mais maintenant, la situation qu'occupait Kingo Adondo en 2006, parce qu'il avait disposé d'une majorité au Sénat, la personne qui l'occupe aujourd'hui, c'est Alexis Tambo Bamba. Je ne sais pas si... Hasard encore ou coïncidence, donc Madame, je préfère vous laisser le choix. Non, aux téléspectateurs. Parce que si eux, ils donnent la réponse, nous sommes convaincus qu'ils ont compris ce qui va se dérouler effectivement. Tambo Mwamba, c'est pas toujours le principe, mais il traîne quand même quelques casseroles sales. Faut pas qu'on se leurre. Il y a un dicton qui dit lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Il traîne quand même quelques casseroles, si pas plusieurs casseroles sales. Qui ne le traîne pas? Nous ne sommes pas ici pour énumérer tout ce que les gens traînent comme casseroles derrière eux, qui peuvent ralentir leur progression, parce que de part et d'autre, lorsque vous circulez par exemple la nuit à travers la ville, vous rencontrez des opérateurs politiques. Et j'ai dit des personnalités très importantes. Lorsque vous observez leur comportement en ce moment-là, vous vous dites qu'il y a un problème de responsabilité à ce niveau-ci. Je préfère toujours ne pas citer les noms des gens pour ne pas donner l'impression que lorsque M. Pierre-Louis Bondoko passe à la télé, c'est pour... porter un discrédité. Non, cela n'est pas mon travail. Mon travail consiste à analyser les situations, à les présenter à la meilleure situation possible, la présenter de la meilleure manière possible pour qu'enfin qu'on puisse élaborer, étudier des stratégies qui conviennent en vue de permettre qu'on puisse aller de l'avant. C'est pour cela que j'étais en train de dire, il y a un dicton qui dit « Qui veut noyer son chien l'accuse de rage ». Nous attarder sur les points noirs, nous attarder sur les points noirs risque de nous empêcher de voir où est-ce que nous sommes en train de parler. Donc faisons un tabula rasa, comme maintenant le président de la République prône la réconciliation, nous dit ce qui est passé. Voilà, Madame, c'est très important lorsque nous nous retrouvons en face d'un nationaliste convaincu et d'autre part, je n'utiliserai pas le terme d'opportuniste, je ne pense pas qu'il convient. Hein, mais lorsqu'on se retrouve en face de ces deux catégories de personnalités, je préfère qu'on est obligé de faire le bon choix. Et choisir la personne qu'il faut à cette place-là. Et comme je le disais au début, M. Alexis Tambo Mwamba reste un homme de principe. Il a toujours prôné et défendu les valeurs positives. Nous, à notre niveau, nous nous sommes donnés pour but de défendre et de promouvoir les valeurs positives pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Nous disons que la situation telle qu'elle se présente, nous ne voyons pas les choses s'organiser autrement que par la victoire de M. Alexis Tambo Mwamba à l'élection à la tête du bureau du Sénat. Une victoire qui reste à confirmer, déjà qu'on ne connaît pas la date, c'est pour bientôt les élections, d'autant plus qu'ils ont déjà fini avec le règlement d'ordre intérieur qui a été acté au niveau de la Cour constitutionnelle. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qui reste, vous en tant qu'observateur, vous avez une idée sur le calendrier, quand est-ce que ça peut intervenir? Bon, nous attendons que la CENI, c'est toujours organisé par la CENI, nous attendons que la CENI puisse rendre public le calendrier pour l'élection des membres du bureau du Sénat. Le bureau provisoire du Sénat avait déjà invité
les partis politiques et les regroupements politiques pour leur signifier que très bientôt on va procéder à l'élection du bureau et que ces partis politiques et organisations puissent se préparer à désigner leurs candidats. C'est pour cela que vous avez vu le FCC a annoncé la candidature de son candidat, et l'Alliance des forces démocratiques du Congo de Bahati en a fait autant. Donc d'autres peut-être vont se prononcer. Ah, le vote, ça ne se bouscule pas hein, de notre côté, CACH, MLC, ça ne se bouscule pas. On risque d'avoir que le SCC, c'est aussi ça. Non, mais la loi aussi, il y a d'autre part la loi qui oblige que l'opposition soit représentée au bureau du Sénat. Oui, en tant que rapporteur, en fait, on ne veut tant pas que lâcher en tant que candidat deuxième vice-président. Et j'entends du côté de la Mouka qu'il y a un nom qui est en train d'émerger, le nom de M. José Ndundo Bonongue. Donc il est très bien, on observe qu'il est très bien parti pour occuper ce poste-là pour le compte de la Mouka, conformément aux dispositions constitutionnelles. Pour la première vice-présidence, on entend parler Mokolo Apombo, Évariste Bochab, là aussi, c'est toujours FCC. Il devrait s'entendre, je crois que là aussi, il y a un problème apparemment au premier degré, si je dois analyser ça au premier degré, il y a un problème, mais là ici je ne suis pas pour donner le truc, mais on se rend compte qu'ils sont tous du FCC, mais ça dénote d'une chose il y a un problème aussi de cohésion au sein de ce regroupement politique. Bon, étant donné, des fissures commencent à se faire sentir. Non, madame, il ne faut pas tout prendre aussi au premier degré parce que là, officiellement, les candidatures ne sont pas déposées. Donc, on est encore dans des débats en interne. Ça, nous ne l'avons pas dit au début. Ils sont encore dans des débats en interne pour éventuellement désigner les candidats respectifs de chaque organisation. Bon, merci d'avoir été de nôtres. En attendant le démarrage officiel de dépôt de candidature, on a quand même essayé de brosser au regard des communiqués officiels des uns et des autres, parce que le FCC a annoncé officiellement. Donc c'est sur base de ça que nous, en tant que médias, on s'est saisi de ces questions pour également essayer d'analyser. Donc nous vous remercions en attendant le dénouement de cette élection, l'une des plus importantes, parce que ça consistera à désigner la deuxième personnalité du pays en cas de vacance du pouvoir à la tête de l'État. Donc on va suivre de près cela. Un dernier mot, M. Pierre-Louis Bondoko, par rapport à cette émission, par rapport aux téléspectateurs qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en une minute? Bon, écoutez, je dirais ceci. Le Congo se trouve dans un processus, la République démocratique du Congo est engagé dans un processus qui le conduira vers son développement futur. Et je pense que chaque Congolais où se trouve devrait apporter sa contribution pour que cet envol soit effectif. Nous allons assister à l'élection du membre du bureau du Sénat. Je demande aux sénateurs, pour cette fois-ci, parce que nous avons parlé l'autre fois de la corruption qui s'affichait de manière... à ciel ouvert, là. De la corruption pour l'élection que pour cette fois-ci, vraiment, en tout cas, qu'ils fassent un grand effort, que ça ne soit pas le cas. Parce que je me dis, quel visage la République démocratique du Congo donne au monde en continuant à procéder à ce genre de pratiques. Voilà, je pense que même l'opinion doit de manière assez claire aider, parce que lorsque les gens ne veulent pas changer les habitudes, il faut les aider à changer les habitudes. Je crois que ce qu'ils devraient, pour qu'on arrive à des résultats positifs, je crois que nous devons nous aider pour que le Congo aille de l'avant. Merci beaucoup d'avoir été de notre ce soir, M. Pierre-Louis Bondoko, expert en analyse de situation et d'études de stratégie, mais également président de l'Observatoire panafricain pour l'initiative
et le développement. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de vous retrouver. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions, on sera toujours là. Vous suivrez cette émission en rediffusion déjà lundi à 11 h sur Congo Web et déjà sur votre chaîne YouTube, magazine UHC. Laissez-y vos commentaires et vos suggestions. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. En notre compagnie, on se dit au revoir et à très bientôt.